Gigi fanfaronne sur ses victoires pendant que Tony Busby empile les dossiers. Mais qui gagne vraiment dans cette histoire? Bienvenue dans une nouvelle enquête signée Miss FBI et aujourd'hui on ne parle pas de Didi, le rappeur déchu et l'ancien mania de la musique. Non, on parle de Didi, l'homme assiégé par une avalanche de procès civils. Parce que pendant qu'il attend sa condamnation pénale derrière les barreaux, bien à l'ombre, bien au frais, il fait face à un autre front mené par son pire cauchemar juridique, l'avocat texan Tony Busby. Oui, il est toujours là, croyez-moi, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour venir avec cet épisode. Mais surtout, on va parler de qui est Tony Busby. C'est ce qu'on appelle un shark du barreau, un avocat prédateur. Un shark, c'est un requin. Redouté parce qu'il ne lâche jamais sa proie. Et il n'a pas volé ce surnom. En 2010, après la marée noire causée par BP, il a représenté plus de 10 000 victimes et arraché plus de 500 millions de dollars en indemnisation. Autrement dit, il a réussi à faire plier l'une des plus grosses multinationales de la planète. Rien que ça. Et Tony Busby, il assume totalement cette image de requin. Son bureau est rempli de sculptures de tableaux et même de poignées de porte en forme de squale. Il a carrément un tatouage de requin sur son avant-bras et un jet privé décoré d'un aileron. Bref, le décor est planté, Didi n'a pas juste un avocat en face de lui, il a un prédateur qui se nourrit du sang dans l'eau. Et aujourd'hui, ce même Tony Busby s'attaque à Didi. Si certains médias titrent sur les dossiers qui tombent les uns après les autres car ils n'ont aucun poids, la réalité est beaucoup moins glorieuse pour Sean Diddy Combs. C'est une guerre d'usure judiciaire où chaque jour apporte soit un rejet technique, soit une nouvelle plainte. Alors faisons le point. Où en est-on vraiment des procès civils contre Didi? C'est ce que tout le monde se demande. On va faire un petit état avec un tableau de bord. Où en est-on vraiment au niveau des procès civils? Remettons les compteurs à zéro. Côté pénal, vous connaissez l'essentiel. Didi a été accusé des charges, a été acquitté, non pas accusé, tu vois, j'en rêve tellement que je vous le dis, a été acquitté des charges les plus lourdes. RICO, traite d'êtres humains, mais il a été reconnu coupable de transport en vue de prostitution. Sans prostitution à la fin. En gros, il a été condamné d'avoir payé des jets privés. Bref, il est en détention quand même et il attend sa condamnation le 3 octobre 2025. Fin du résumé express, on va pas s'étendre davantage. Maintenant, le vrai sujet du jour, le front civil. C'est là que notre ami Tony Busby et d'autres cabinets avancent leurs pions, dossier par dossier, scène par scène, année après année. On n'est pas dans la grande théorie du complot face au RICO, on est dans le concret. Agression, violence, substance dans les verres, menaces, freak-offs répétitifs, et ça couvre 3 décennies. Le volume, on parle d'un contentieux massif. Busby revendique plus de 60 plaintes déposées par son cabinet, c'est-à-dire une fois que les dossiers ont été examinés et considérés comme justifiés et avec des preuves, on les dépose. Et au global, je vous rappelle qu'on dépasse la centaine de dossiers civils qui gravitent autour de Didi et de son entourage. Une pluie fine mais continue. Certains cas tombent pour des raisons techniques, on y vient, pendant que de nouveaux dossiers arrivent dans d'autres juridictions. Moralité, c'est pas une marée noire d'un jour, c'est une houle assez longue. La carte du conflit, 3 terrains majeurs. New York, symbolique et médiatique, mais piégeux sur la prescription, les délais de recours. La Californie, surtout Los Angeles, beaucoup d'événements, beaucoup de témoins, d'hôtels, d'organisations festives, une terre riche en preuves. Et le Nevada, pour certains épisodes hors circuit où se jouaient voyages, suites privées et logistique, mais aussi freak-offs. Ce qui se passe à Vegas est censé rester à Vegas, avec Didi ça ressort. La typologie, violence et agression, coups, contraintes, refus non respectés, no is a full sentence, substance, drogue involontaire, altération du consentement, freak-offs, soirées organisées, tiers invités, escortés, caméras souvent présentes, coercition, menace, à savoir ta carrière va finir ici si tu n'es pas d'accord, et tu ne parles à personne de ce qui vient de se passer, sinon je te blacklist, voire pire. Pendant que l'équipe de Didi claironne à chaque mini-victoire procédurale, un dossier rejeté pour prescription, déposé trop tard pour agir en justice, ou jugé insuffisant au stade préliminaire, c'est-à-dire que même si tout est vrai, ça colle pas légalement à l'infraction visée. La réalité est beaucoup plus nuancée. Un rejet pour prescription ne dit rien du fond des faits, ça dit seulement c'est trop tard pour cette juridiction sous ce texte. Autrement dit, une case retirée, mais pas l'échiquier renversé. Ça ne fait pas de Didi un petit agneau blanc comme neige. Et devinez quoi? L'adversaire en face s'appelle Tony Busby. Alors vous inquiétez pas, il redépose ailleurs, quand c'est pertinent. Il resserre les dates, il requalifie les chefs. Toujours dans la légalité. On n'est pas dans un clip de 90 secondes, on est dans une véritable campagne judiciaire.
Dernier point essentiel, le pénal a fait tomber des aveux utiles pour le civil. La défense a reconnu des violences domestiques, des freak-offs, des substances, la mise en scène de rapports avec des tierces personnes. Même sans grand complot réco, ce matériau pèse lourd quand on parle d'agression physique, de détresse émotionnelle, de négligence, voire de séquestration, pour ne pas dire kidnapping, puisqu'apparemment ce terme est trop controversé. En clair, le château Rico est tombé, mais les briques individuelles sont bien là, et elles coupent une par une. Bref, où en est-on? On a un Didier en détention, une sentence qui approche, une défense qui brandit quelques coups de sifflet procéduraux, et on est face à un contentieux civil tentaculaire qui ne ralentit pas. Et si la com de Didier adore dire « affaire classée », le droit civil, lui, répond calmement « non, non, pas affaire classée, affaire à suivre ». L'interview Busby, ce qui change tout pour le civil. Le procès pénal a eu un effet boule de neige inattendu. La défense de Didi, en voulant se protéger du pire, a fini par offrir des munitions en or aux avocats civils. Car qu'est-ce qu'on a entendu en audience de la part des avocats de Didi? L'équipe de Sean Diddy Combs a reconnu noir sur blanc qu'il pouvait être violent avec ses compagnes, comme Cassie Ventura ou Jane. Ils ont admis la consommation de substances, les freak-offs filmés, et même que Didi prenait plaisir à regarder les tierces personnes avoir des relations sexuelles avec ses petites amies. Bref, ils ont plaidé, oui c'était parfois violent, mais c'était du hard consensuel. Je vous rappelle, Jackie et Michel n'ont échappé belle, Didier a failli leur servir d'ombrelle. Bref, et là on entend Tony Busby presque sourire depuis son bureau texan, parce que tout ce que la défense a reconnu au pénal, ce sont précisément les faits qu'il allègue dans ses dizaines de plaintes civiles. Quand on lui demande si le rejet de Rico affaiblit les affaires, Busby est lucide. Oui, le grand complot mafieux était trop créatif. Comme il le dit lui-même, c'est difficile de conspirer avec soi-même. Mais ça change rien à l'essentiel. Ces dossiers portent sur des faits bruts, à savoir violence, agression physique, substances glissées dans les verres. Et ça fait pas partie de Rico. Tony Busby est même cash sur la stratégie du gouvernement. En choisissant seulement 2 victimes au procès pénal, toutes 2 en relation intime avec Didi, le parquet s'est piégé sur la question du consentement. CQFD, on l'a tous dit, mais bon. Parce qu'expliquer qu'on peut consentir lundi et refuser mardi, ça demande de la pédagogie psychologique que le jury n'avait clairement pas ou n'a pas suivi. Et clairement, c'est pas la psychologue mandatée par le FBI qui est venue témoigner à la barre qui a pu aider les jurés à comprendre. Je veux dire, elle avait aucun impact, elle était pas très percutante celle-ci. Résultat, Rico out, mais pour le civil, Busby a une armée de victimes supplémentaires et il n'a pas besoin de convaincre un jury d'un grand complot, il a juste besoin de le convaincre d'agressions répétées et de schémas crédibles. En clair, la stratégie de défense de Didi censée l'absoudre du pire a surtout validé la trame de Busby. Comme si son avocat avait coché lui-même les cases de la plainte adverse. Tic, tic, tic. Ils sont cool quand même, hein. Ils sont tellement grassement payés qu'ils prémâchent le travail de la partie adverse, dis donc. Et là où Didi voudrait se vanter d'avoir échappé à Rico, la réalité, c'est qu'il a laissé derrière lui des aveux très utiles. Comme je vous l'ai dit, ils ont conseillé à Didi de se taire, mais eux-mêmes auraient dû suivre leurs propres conseils et plaider le 5e amendement, parce que là, ils ont donné une mine d'or au camp adverse. Alors oui, ça aurait été une première, mais au moins, ça aurait mis Didi un peu moins dans la mouise. Les victoires de Didi, quand la procédure fait illusion. Si vous avez suivi la presse people américaine ces dernières semaines, vous avez sûrement vu passer des gros titres du genre « Nouvelle victoire pour Didi, une plainte rejetée à New York ». Alors remettons les choses au clair, parce que moi je suis pas d'accord. C'était pas une victoire sur le fond, c'était une échappatoire procédurale. Le cas en question, un plaignant anonyme, John Doe, qui affirme qu'en 2015, il avait été dans un club avant de reprendre conscience sous les attouchements non désirés de Didi. Il ajoute que Sean Combs l'aurait menacé de ruiner sa carrière s'il parlait. L'affaire était portée par Tony Busby, bien sûr. Le juge a tout simplement rejeté l'affaire. Non pas parce qu'elle était fausse, et c'est là que vraiment il faut que vous ouvriez vos oreilles et que vous reteniez, mais parce qu'elle était hors délai de prescription. À l'époque des faits, la loi New York donnait 5 ans pour porter plainte. Cette durée a bien été allongée à 20 ans en 2019, mais le juge a précisé que ce changement n'était pas rétroactif. Résultat, l'affaire est rejetée, non pas parce que les faits n'existent pas, mais parce qu'elle est hors délai. Et là, l'équipe de Didi s'empresse de crier victoire, avec des communiqués triomphants sur les accusations sans fondement. Mais non, qu'on ne s'y trompe pas, ça ne fait pas de toi un innocent, pauvre con. Soyons sérieux 2 minutes, remettons l'église au milieu du village. Ça n'a jamais été jugé sans fondement, contrairement aux acclamations de l'équipe de Didi. Ça a été jugé trop tard. C'est pas un blanchiment. C'est un ticket de métro expiré, en gros, quoi. Enfin, vous voyez l'image. Comme d'hab, ça ment comme ça respire pour tenter de garder la face du côté de Didi.
Voilà la vraie nuance. Didi accumule des victoires, je mets des tonnes de guillemets, qui ne disent rien sur sa culpabilité ou son innocence, pardon, mais qui révèlent seulement que certains cas sont mal placés dans le temps ou la juridiction. Et pendant qu'il brandit ça comme des trophées, Tony Busby, lui, continue de déposer ailleurs, avec d'autres plaignants et d'autres dates. Il y tient, il va le faire tomber. C'est une bataille d'usure judiciaire. Didi gagne du temps et sauve la face dans les médias. Ok, il essaie, c'est clair que si on creuse pas plus loin, on pourrait y croire. Mais la machine judiciaire, elle, continue d'avancer avec des vraies preuves. Il suffit juste de trouver les bonnes victimes avant la durée de prescription, dans la bonne juridiction. Les nouvelles plaintes à Los Angeles, la machine continue. Pendant que Didi se vante d'avoir gagné à New York sur une question de prescription, vous sentez mon énervement? Tony Busby déposait 3 nouvelles plaintes à Los Angeles, et celles-ci sont très loin d'être symboliques. Première affaire, une femme de 25 ans qui essayait de percer dans l'univers des médias et du divertissement. C'est fou, hein? En 2017, elle est approchée par Justin Combs, le fils de Didi, sous prétexte de l'aider à percer dans l'industrie. Elle traverse le pays, elle arrive à Los Angeles, pleine d'espoir et d'étoiles dans les yeux, mais elle tombe dans un piège, qu'elle a été piégée dans une maison, incapable de s'échapper, puis à plusieurs reprises par Didi et son entourage. Pas d'ambiguïté ici, c'est un récit de traquenard industriel avec un vernis showbiz pour appâter la victime. Et oui, le père et le fils devraient être dans la même cellule. Deuxième affaire, un homme invité à une fête chez Combs. Même schéma, boisson avec des substances à l'intérieur, perte de contrôle, agression sexuelle. Cette fois, directement par Didi lui-même. Troisième affaire, un autre homme, lui aussi convié à une soirée. Selon sa plainte, Didi n'a pas posé les mains sur lui, mais il était là, spectateur et chef d'orchestre, encourageant et dirigeant les actes commis. Autrement dit, pas besoin d'agresser pour être impliqué, il suffisait d'orchestrer le cirque. Et Busby ne s'en cache pas, ces nouvelles plaintes ne font que renforcer le schéma déjà documenté. Des freak-offs planifiés, des victimes diversifiées, hommes comme femmes, et toujours la même mécanique, le même mode opératoire. Promesses de glamour, de carrière, d'étoiles, puis viennent les substances, puis la perte de contrôle, puis l'exploitation sexuelle. Et c'est pour ça que Los Angeles devient un terrain clé. Juridiction solide, faits récents, témoins sur place, et surtout un juge californien qui n'a pas le même regard qu'un juge new-yorkais sur la prescription. En clair, ces 3 nouveaux dossiers ne sont pas des pièces rapportées, ce sont des bombes à retardement prêtes à exploser dans le civil. Tony Busby, le requin qui nage dans les eaux troubles des célébrités. Impossible de comprendre pourquoi Didi panique sans parler de l'homme en face, Tony Busby. Busby, c'est tout sauf un avocat discret. Son bureau, rempli de statues et de poignées de porte en forme de requin. Son bras, tatoué d'un squale. Même son jet privé est décoré d'un aileron. Autant dire qu'il cultive son image de prédateur. Et il assume. Je cite, « Un requin, ça ne s'excuse pas, ça mord. » Et surtout, c'est pas qu'un décor. Son palmarès parle pour lui. Dans les années 2010, il a humilié BP après la marée noire, représentant, comme je vous l'ai dit en introduction, plus de 10 000 victimes et obtenant plus de 500 millions de dollars. Depuis, il a aligné les procès XXL contre des géants de l'énergie, des entreprises, mais aussi contre des figures du sport et du showbiz. Et maintenant, il s'attaque à Didi. Alors certes, son style TMZ friendly divise. Certains le voient comme un opportuniste qui adore la lumière. Mais soyons honnêtes, quand on représente plus de 100 victimes présumées de Didi, il faut un avocat qui sait encaisser les coups, qui sait contre-attaquer dans les médias et qui sait tenir la pression. Et Busby, tout ça, il sait faire. Et puis il y a son flair. Là où beaucoup hésitent, lui il fonce. Ses critiques disent qu'il choisit ses cibles parmi les plus célèbres pour faire parler de lui. Lui rétorque qu'il a aussi poursuivi BP, Travis Scott après Astroworld, et qu'au final, il attaque surtout là où ça sent le sang. Bref, Busby n'est pas là pour être aimé, il est là pour gagner. Et dans une arène où Didi tente de s'accrocher à des victoires procédurales, Tony Busby, lui, avance comme un requin. Lentement, sûrement, et sans jamais relâcher la pression. Tu m'étonnes que Didi est en train de paniquer depuis sa cellule de prison. Mais c'est le droit qui tranche. 3 clés pour comprendre les prochains mois. Pour bien comprendre où va cette bataille judiciaire, il faut garder 3 points en tête. La prescription. L'arme favorite de Didi. C'est le joker procédural de son équipe, puisqu'il a réussi à agir en sous-marin pendant 3 décennies. Faire tomber un maximum de plaintes en disant « c'est trop tard pour poursuivre », c'est effectivement son meilleur argument. Et effectivement, ça marche dans certains cas. On l'a vu à New York avec John Doe. Mais ça veut pas dire que Didi est innocent. Ça veut juste dire « vous avez déposé dans la mauvaise case » ou « trop tard », bref, circuler, il n'y a rien à voir. Comme je vous l'ai dit, c'est une affaire à réexaminer. Le 2, les aveux du procès pénal qui deviennent des briques civiles. On l'a dit, la défense de Didi a reconnu des violences domestiques, des freak-offs filmés et un usage de substances.
Même si le jury n'a pas activé la carte RICO, ces admissions deviennent de l'or pour les plaintes civiles parce que pour prouver une agression, une détresse émotionnelle, une agression physique, il suffit de montrer un mode opératoire cohérent, pas un complot international. Pénal contre civil, deux mondes différents. Au pénal, le gouvernement devait prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Au civil, Busby n'a besoin que de convaincre par la prépondérance de la preuve. En gros, 51% suffisent. Moins spectaculaire, mais beaucoup plus atteignable. Et quand il y a des dizaines de plaignants et plaignantes avec des récits similaires, le puzzle devient difficile à balayer d'un revers de main et devient beaucoup plus facile à assembler pour obtenir les 51%. En clair, Didi peut bien collectionner les petites victoires technico-techniques, la dynamique de fond n'a pas changé. Le terrain civil n'a pas besoin de grands complots, il vit de faits bruts, de témoignages et d'aveux enregistrés. Et ça, c'est précisément ce que Busby empile depuis presque un an. Parlons un peu calendrier et tactique. Maintenant que les projecteurs du procès fédéral se sont éteints, jusqu'au 3 octobre, la partie civile prend toute la lumière. Alors, à quoi s'attendre dans les prochains mois? Parlons du calendrier. Motion en cascade. L'équipe de Didi va multiplier les requêtes pour tenter d'éteindre les dossiers dès le départ. Genre, ils éteignent les feux dès le départ avant qu'ils prennent trop d'ampleur. Prescription, insuffisance, mauvaise juridiction. Le fameux on noie le juge sous la paperasse. Discovery, la phase d'instruction civile, ce qui se passe avant le procès, ce qui est une étape cruciale. C'est là que les avocats échangent les preuves, vidéos, emails, SMS, historique de voyage, relevés financiers. Autant dire que les fameuses vidéos de freak-offs pourraient refaire surface, mais dans un cadre civil cette fois. Les fameux protective orders, ces ordonnances qui permettent à la défense de garder certaines preuves hors du regard du public. La défense tentera sûrement de limiter la divulgation publique, mais Busby adore faire fuiter ce qu'il peut légalement utiliser dans sa stratégie médiatique, toujours dans le cadre de la légalité. On ne parle pas d'un avocat véreux, on parle d'un avocat malin. Parlons des tactiques. Côté Didi, survie, gagner du temps, espérer décourager certains plaignants. Bah oui, puisque John Doe a été bien reçu, on va quand même pas porter plainte contre Didi parce qu'on risque le même sort. Oui, mais ça c'est pour un œil non averti. Si on comprend et si justement on est là pour faire lever le voile sur tout ce qui se passe, non, John Doe n'a pas été traité de menteur, non, Didi n'a pas été déclaré innocent, on a juste dit à John Doe, putain gaffe, fallait que tu viennes avant. Bref, le storytelling préféré de Didi? Affaire classée, ils ont rien sur moi. Mais si on en a des trucs sur toi, abruti, c'est juste que c'est en dehors du temps, malheureusement. À quoi peut-on s'attendre côté Busby? Attrition, déposer, redéposer, fractionner les cas, pousser à la médiatisation et surtout, préparer le terrain pour les accords financiers qui feront mal au portefeuille de Combs, en sachant qu'il n'est plus capable de générer de l'argent, donc ce qu'il restera de son portefeuille. Parlons du facteur sécurité, un point souvent oublié. Tant que Didier est derrière les barreaux, certains plaignants se sentent protégés et osent parler. Mais si, par miracle, il obtenait une remise en liberté après son verdict final, ou très peu de peine de prison, beaucoup hésiteraient à témoigner. Busby le dit lui-même, la détention de Didier est presque une condition de sécurité pour ses clients. Encore une fois, Arun, si tu nous entends, putain, il est là, le moustique de là-haut. Alors bref, préparons-nous à une longue série de passes d'armes juridiques. Ce sera pas un knockout en un round, on va pas foutre Didi dehors en un seul round, mais ça va être un vrai bras de fer judiciaire, avec chaque motion, chaque fuite médiatique, chaque témoin qui bascule dans la lumière. Alors finalement, qu'est-ce que gagner veut vraiment dire? Dans cette histoire, il faut bien distinguer ce que signifie le mot gagner. Pour Didi, gagner, c'est surtout limiter la casse, qu'on soit bien d'accord. Repousser des plaintes pour prescription, réduire le nombre de dossiers actifs, sauver assez d'argent pour ne pas tout voir partir en fumée. Autrement dit, survivre juridiquement et financièrement. Qu'on soit bien d'accord, ces victoires ressemblent à des rustines posées sur le Titanic. Pour Busby et ses clients, gagner c'est l'inverse. Obtenir des dommages et intérêts conséquents, une reconnaissance publique de ce qu'ils ont vécu et forcer Didi à répondre devant les tribunaux civils, à la fois pour valider leur peine et ensuite obtenir de l'argent, même si ça n'effacera jamais leurs souvenirs assez dégueulasse. Le but des victimes de Didi au civil, c'est pas forcément d'envoyer Combs en prison. Ça, c'est déjà le rôle du pénal, normalement. Mais c'est de le clouer au pilori financier et symbolique. Pour l'industrie, gagner, c'est comprendre que l'époque des stars intouchables est terminée. Ce que cette avalanche de procès révèle, c'est un système entier. Le glamour, la promesse d'ascension sociale, qui cache une usine à abus. Et que maintenant, un avocat texan avec des requins en marbre dans son bureau est en train de tout déballer. Conclusion, voilà où on en est. Didi continue à compter ses micro-victoires procédurales, hors délai, hors juridiction, comme s'il collectionnait des dents de requin, pendant que Tony Busby avance méthodiquement, dossier après dossier,
On n'est pas dans un combat éclair, c'est une bataille d'usure qui décidera non seulement de l'avenir financier de Didi, je rêve de le voir emménager dans un 30 mètres carrés, mais aussi de la mémoire qu'on gardera de lui dans l'histoire de la musique. Parce que plus on en sait sur tout ce qu'il a fait en coulisses, plus on le trouve répugnant. C'est même pas la peine qu'il envisage un concert à la sortie de sa prison. Non. Alors maintenant, posez-vous la vraie question. Est-ce que Didier est en train de sauver sa peau avec ses petites victoires procédurales, ou est-ce qu'on assiste en direct à l'effondrement de tout un empire? Quand l'histoire retiendra son nom, est-ce qu'on parlera du mania du hip-hop ou du prédateur des chutes des culottés? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ce jugement, c'est plus seulement celui des tribunaux, c'est, et ça reste, celui de l'opinion publique.